je ne vais pas vous parler d'Elena Petrovna Blavatsky par rapport à sa vie, puisque c'est ce que vous pouvez vous documenter le plus facilement. Je vais simplement, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, introduire en quelques minutes qui était cette dame, mais ensuite j'essaierai de vous parler de ce qu'elle pensait par rapport à l'évolution de l'homme. D'accord? Je le dis pour que ce soit le plus clair possible pour nous tous. Comme je vous l'ai noté dans ce tableau, Elena Petrovna Blavatsky est née le 31 juillet 1831. Elle est née à Ekaterinoslav, qui aujourd'hui c'est Dnipro, en Ukraine. Et face à la Dniepr, où aujourd'hui il y a beaucoup de combats. Elle est décédée à Londres le 8 mai 1891, à 60 ans. Donc elle a eu une vie relativement courte, mais très mouvementée, très riche, puisqu'à partir de ses 18-19 ans, elle va commencer à parcourir le monde, et sans presque s'arrêter. Et il est très difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer une femme qui se balade depuis 18-19 ans en allant en Égypte, Constantinople et vers les États-Unis, faire des combats avec Garibaldi pour l'indépendance de l'Italie en utilisant une chemise escarlate révolutionnaire et bon, passer par le Tibet, par le Ladakh, par l'Inde. Bref, elle a fait un bon tour du monde. Et à une époque où, en général, les femmes n'étaient pas forcément censées sortir de chez eux. Et ils devaient normalement s'occuper du foyer. Chose qu'elle n'a pas voulu, et c'est pour ça qu'elle a quitté son mari, Blavatsky, qui était un gouverneur important. Et bon, mais finalement, son père, Peter von Hahn, qui était un baron, colonel, attaché pas simplement à l'armée, mais aussi à la gouvernance de la Russie, va toujours l'épauler, parce que finalement, c'est sa fille, et malgré qu'elle a un caractère un peu particulier, que vous venez de comprendre, va la soutenir financièrement chaque fois qu'il peut, ainsi qu'en fait sa famille. C'est particulier comme situation. Elle est chétive, elle n'a pas une bonne santé, mais elle a la curiosité pour tout. Elle apprend plusieurs langues, parce qu'elle a plusieurs, comme c'est des grandes familles, elle a des gouvernantes francophones, d'autres qui sont anglaises, évidemment russophones. Donc d'un coup, elle se trouve en parlant plusieurs langues en même temps. Mais surtout, ce qui l'intéressait, c'était de voir, d'entendre le personnel de la maison, les différents contes, les mythes, les exploits des sorciers, des chamans, etc. Elle s'intéressait à tout ce qui était des phénomènes étranges. Et manifestement, elle avait quelques pouvoirs. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pas parce que je ne veux pas, mais par rapport à ce que je viens de vous expliquer, parce que le plus important est son légat et pas simplement sa vie. Et sa mère va mourir très tôt, elle a 11 ans quand sa mère disparaît. Elle s'appelle Yelena Andreevna Fedeva. Bon, évidemment, mes amis russes qui sont là vont trouver que ma prononciation n'est pas correcte, mais je m'excuse. J'en ai des amis qui sont arrivés il y a quelques jours. Donc, c'est intéressant. Et elle va très rapidement entrer en contact avec un certain nombre de maîtres de sagesse, et notamment son maître par excellence qu'elle va retrouver à Londres, mais ce n'est pas un anglais, c'est un hindou du Rajasthan, du nord de l'Inde, et il s'appelle Maurya. Et petit à petit, cet homme va l'initier dans beaucoup de pratiques, notamment quand ils vont se retrouver
au nord de l'Inde, au Ladakh et probablement au Tibet. Le plus important, c'est qu'elle va ramener une tradition, un texte qui n'était pas connu en Occident, sauf quand quelques moines du XVIIe siècle ont visité la Chine et à l'époque le Tibet et vont entendre parler du Kyute, qui est le nom chinois du livre de Dian. Ce livre de Dian est la base de tout son enseignement en réalité par rapport aux ouvrages qu'elle a rédigés intitulés « La doctrine secrète » que vous pouvez vous procurer dans des librairies, etc., dans lesquels elle explique qu'il y a des enseignements très anciens qui se sont perpétués à travers les 1001 traditions de peuples différentes, mais que le livre de Dian présente la caractéristique d'avoir des enseignements qui, au lieu d'être fragmentaires, sont assez globalement importantes pour comprendre la naissance de l'humanité, le cosmos, etc. Encore une fois, tout ça est un résumé. En 1888, donc très proche déjà, à 3 ans de sa future mort, elle finit finalement cette œuvre qui est la plus importante et la plus difficile à comprendre. Voilà. Donc comme ça, je vous ai tout dit, finalement. Oui, parce que ce n'est pas aussi accessible qu'on le pense. Et ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier. Je dis simplement qu'elle est à prendre tranquillement. Il y a un ouvrage qui pour moi est très important aussi et qu'elle a pris par cœur au Tibet, que des lamas tibétains ont témoigné de leur authenticité, qui s'appelle « La voix du silence ». Et c'est un tout petit texte, mais d'une richesse très importante, justement pour comprendre ce qu'on peut entendre par l'évolution de l'homme. C'est que l'être humain est censé devenir en développant son potentiel, qui est le sujet, pour moi, d'aujourd'hui, pour le voir. Il y a 3 livres que je peux vous recommander pour tous ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Et il y a un livre de Noël Richard Naffar, HPB, la réponse du Sphinx, qui a plus de 20 ans déjà. C'est un bon volume où il explique bien sa biographie et clarifie beaucoup de choses à propos des considérations négatives qu'elle a reçues suite à ses ouvrages et clarifie très très bien la situation et très bien documentée. Et bon, je le conseille pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Il y a une autre biographie très importante, mais elle est en anglais. Et je crois qu'elle est traduite en espagnol, mais moi je ne l'ai pas vue en français, qui est de Sylvia Cranston, c'est une américaine. Bon, je traduis « La vie extraordinaire de HPB ». Bon, « The Extraordinary Life and Influence of HPB ». L'intérêt de Cranston, c'est qu'elle extrait les enseignements de la doctrine secrète et d'autres textes HPB et, par exemple, va consacrer un chapitre sur la science et la doctrine secrète, la philosophie et la doctrine secrète. Donc, c'est très intéressant. Bon, mais il faut le lire en anglais, c'est tout. Bon, je fais ce que je peux. Mais ce sont 2 auteurs sérieux, très documentés. Évidemment, je présente aussi le livre que j'ai dirigé, qui s'appelle HPB, l'actualité de ses enseignements, que là, vous pouvez vous le procurer en français et à la sortie, mais je ne sais pas pour faire la pub, mais je trouve qu'on on est plusieurs auteurs, et chacun a écrit plusieurs chapitres, et dans lesquels vous allez retrouver des éléments de sa biographie, sa conception de l'homme,
son évolution, le cosmos, la Kabbale, toutes les influences qu'elle a développées, avec des articles courts qui se veulent accessibles. J'avais organisé cet ouvrage avec un institut que je dirige d'anthropologie, et pour le centenaire de la mort d'HPB en 1991. Et ensuite, on a réédité et j'ai ajouté d'autres chapitres, puisque le temps passe. Et ça fait déjà une vingtaine d'années que je fais ce type de conférences, et parfois ça me sert pour vous expliquer des choses. Il va fonder une société philosophique et ésotérique qui s'appelle la Société théosophique, qui existe encore aujourd'hui. Et ces maîtres vont l'inspirer une charte avec des buts. Donc, nous nous sommes inspirés aussi, nous, pour Nouvelle Acropole, pour notre école de philosophie. Et pour ce qui nous concerne, par rapport à cette charte, c'est le troisième principe qui est important, qui est celui d'étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme, dans l'homme. La base de tout ça est que l'homme n'a pas fini son évolution. Enfin, je crois que vous le savez. Sinon, bon, ça serait tragique. Et que, fondamentalement, chaque être humain a un énorme potentiel qu'il pourrait développer pour s'améliorer et s'accomplir. Et le but de l'enseignement sur ce point-là, d'HPB, et je l'appellerai HPB pour réduire Elena Petrovna Blavatsky, ça fait beaucoup, et le but essentiel de son enseignement est de pouvoir transmettre des éléments qui peuvent aider chaque individu, et pas simplement à se connaître, mais à se transformer, qui est le plus important. Alors, lorsque on parle d'évolution, et rappelons-nous simplement que le mot évolution vient du latin involvere, qui veut dire en français dérouler. L'évolution est un processus de déroulement de la vie qui devient de plus en plus complexe. C'est comme si on avait un tapis ou l'écran qu'on déroulait, et petit à petit, il descendrait, petit à petit cet écran, en se manifestant de plus en plus, en s'accomplissant de plus en plus. La première chose qu'on verrait de l'écran, comme vous le voyez là, c'est son aspect final qui va toucher terre. Et la dernière partie serait la partie supérieure, donc la partie la plus subtile. Donc c'est le déroulement de quelque chose de très subtil qui va se rendre objectif de plus en plus. Nous sommes tous un peu ça. Nous sommes nés, avant de sortir de notre mère, nous étions déjà en train de développer un processus qui nous a amené à une certaine complexité biologique. Et petit à petit, on a entamé un processus qui a manifesté, en partie au moins, un potentiel qu'on avait et qu'on a. Et qui est loin d'être déroulé complètement. Donc, cette idée donc, implique l'idée des mouvements. On ne peut pas évoluer sans se mettre en mouvement. Ça n'évolue pas tout seul. Oui, la vie est mouvement, et pour développer la vie qui est en nous, nous devons nous mettre en mouvement. Alors, il ne s'agit pas non plus de se mettre en mouvement pour courir, ce qui n'est pas mauvais non plus, puisqu'il faut éliminer des toxines et entretenir le corps. Mais il y a un mouvement que nous devons apprendre à faire, c'est le mouvement de notre esprit. Et que ce soit lui qui met en mouvement le reste. Ça, c'est plus difficile. Parce qu'il y a plein d'éléments, donc comme on verra tout à l'heure, qui parasitent le mouvement de l'esprit. Et il y a plein de choses qui se mettent en mouvement,
Et d'un coup, on part à droite, à gauche, et après on se pose la question, mais j'étais où? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Donc, le déroulement et le mouvement doivent suivre un sens, une finalité, et ça nous oblige, dans la mesure du possible, de garder notre centralité. Malgré la dispersion, malgré les difficultés, malgré le monde environnant qui bouge. Donc, mouvement pour un développement, pour un changement et pour développer des capacités d'adaptabilité. Et toute la nature s'est adaptée. Et l'être humain aussi, c'est parce qu'il s'adapte qu'il développe de nouvelles potentialités. Vous voyez, si on n'apprend pas à s'adapter, on ne peut pas développer de nouvelles potentialités et par conséquent, on va stagner. La stagnation est le contraire de l'évolution. Voilà, en quelques mots, pour simplement clarifier le sujet. De quoi on parle? De quoi on est en train de parler? HPB a écrit un ouvrage intéressant aussi qui s'appelle « La clé de la théosophie ». Et dans un de ces chapitres, elle rappelle deux grandes idées que je voulais vous faire partager rapidement. Tous les hommes ont la même origine spirituelle et physique. Tous les hommes ont la même origine spirituelle et physique. En clair, nous sommes une seule humanité. C'est le premier point qu'il faut comprendre. Nous sommes tous différents, en apparence, évidemment, par rapport à où nous sommes chacun, mais la matrice qui nous compose est la même pour tous, comme le code ADN est le même, le code génétique de base est le même pour tous. Ça, c'est important de le comprendre. Vu que l'humanité est une seule et même essence, dit-elle, et que cette essence est une, infinie, ancrée et éternelle, que nous l'appelions Dieu ou nature, peu importe la cause, il en découle que rien ne peut affecter une nation ou un homme, dit-elle, sans affecter en même temps toutes les nations et tous les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Nous sommes au milieu du 19e siècle quand elle va expliquer ça. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre que nous sommes en interaction les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement se séparer, que ce qui fait une nation altère, modifie ou améliore, ou au contraire détruit un ensemble d'autres. Et nous avons eu des expériences énormes là-dessus, encore aujourd'hui. Et ce qui fait chaque être humain affecte, dans un sens positif ou négatif, le reste des êtres humains. C'est-à-dire, en clair, nous sommes en interrelation, nous ne sommes pas aussi séparés qu'on le croit, et comme j'avais dit à mon grand-père quand j'avais 5-6 ans, nous respirons tous le même air. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des camps de concentration, ou pourquoi il y avait ceci, si de toute façon on respire le même air. Et donc, les geôliers et les prisonniers sont en train de respirer la même chose. Et en même temps, ils veulent ségréguer. Donc, c'est très intéressant. J'étais très étonné. Mon pauvre grand-père n'a pas bien pu me répondre. Mais après, j'ai trouvé quelques réponses. Donc, elle avait déjà expliqué l'effet papillon, comme on dit aujourd'hui. Avant le temps, vous savez, cette idée dans laquelle un papillon, quelque part dans l'océan, si vous voulez, Pacifique, se détourne d'une fleur et ça provoque un orage ou une interconnexion. Ce qui est important, c'est qu'HPB va insister sur la nécessité du perfectionnement de soi et de l'humanité pour que les interconnexions puissent produire des effets bénéfiques dans chaque individu et dans la relation des individus entre eux. Elle ne croit pas trop à des grands plans d'organisation de l'humanité par l'extérieur.
Mais elle est convaincue que si chaque être humain décidait de se prendre en main, on pourrait progresser. Je résume, mais il est important. Et pour nous, en tant qu'école de philosophie, c'est un point capital, parce qu'il faut se prendre en charge soi-même. Elle dit la chose suivante, elle écrit la chose suivante dans un autre texte. Tous veulent travailler pour leur propre développement et progrès, mais rares sont ceux disposés à travailler pour le développement et le progrès des autres. Quelques membres de la société cherchent sérieusement à réaliser cette philosophie dans leur vie, c'est-à-dire à la rendre objective, alors que d'autres désirent seulement la connaissance sans vouloir la mettre en pratique. Pour évoluer, je vous ai dit, il faut se mettre en mouvement, donc il faut pratiquer. Et on verra après quoi, mais il faut rentrer dans une vie de pratique des comportements au quotidien, puisqu'elle est en train de proposer, comme nous le proposons aussi, un mode de vie par rapport à des valeurs et des finalités. Alors, c'est l'environnement, dit-elle, qui, dans sa complexité croissante, lui permet de prendre une plus grande conscience de lui-même, à l'individu, et de ses propres capacités à le modifier. Aujourd'hui, il y a une science qui s'appelle épigénétique, qui explique comment on peut modifier non simplement nos comportements, mais notre organisation biologique, et apporter des éléments, des modifications dans notre propre ADN par l'épigénétique. C'est une grande innovation dans la biologie, dans laquelle on comprend maintenant que l'environnement et un être vivant interagissent et se modifient mutuellement. Et ça, c'est un grand pas par rapport à ce qu'elle avait expliqué. Cet environnement n'est pas simplement extérieur, dit-elle, atmosphérique, géographique, historique, mais avant tout, sa propre personnalité, l'homme extérieur. Sa propre personnalité, l'homme extérieur. Là, je m'arrête 2 minutes et je vous présente mon petit schéma. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose du fond. Bon, enfin, je vous le souhaite au moins. Beaucoup probablement connaissent ce schéma. Ce schéma est présenté par un triangle et un carré, ça vous pouvez le voir. Le triangle, aux parties supérieures de la constitution de l'homme, est censé être l'homme intérieur, c'est-à-dire la dimension spirituelle de chacun de nous, qui est symboliquement représentée par un triangle. C'est l'identité profonde. En bas, nous avons un carré, qui est une forme, quand on dit soit carré, c'est que c'est concret, non? Objectif, etc., formel. Et ces carrés correspondent au plan de notre personnalité. Et révisons rapidement de quoi il s'agit. Nous avons tous, je pense, vous le savez, une dimension physique et biologique qui en sanskrit s'appelle Shtula. Sarira, Sharires, ça veut dire véhicule, mais Shtula. Cette matérialité en nous est traversée par la vie et l'énergie. On sait aujourd'hui que tout ce qui existe comme manifestation est composé d'une certaine matérialité corpusculaire et d'une dimension énergétique. Ça, Einstein, déjà, il y a un siècle, plus d'un siècle, l'avait très bien expliqué. Et cette énergie, en fait, qui permet de soutenir le corps, ce n'est pas le corps qui soutient l'énergie, mais c'est l'énergie qui soutient le corps, s'appelle prana. Prana.
Prana est un champ d'énergie que chacun possède et on pompe là-dessus beaucoup pour se soutenir. Dans la médecine orientale, il est le point essentiel de tout ce qu'on appelle médecine énergétique. Parce qu'on part de la base que c'est l'énergie qui soutient le physique. Donc vous réfléchirez sinon. Si on avance un peu, nous avons aussi des émotions, des sentiments, une vie émotive, affective. Je crois que tout le monde est au courant. Et ça nous permet de rentrer en relation avec autrui, et j'espère d'une manière bienveillante. Mais parfois, non. C'est le siège de nos émotions, etc. Et finalement, nous avons une raison. L'émotionnel s'appelle Linga. Et l'aspect rationnel, conceptuel, logique de nous-mêmes s'appelle Kama Manas, que j'ai mis KM, parce que bon, un mental de désir. Notre mental en global est désirante. Il souhaite plein de choses. Et il travaille, ça me plaît pas. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps, ça nous permet de raisonner, de comprendre, surtout d'utiliser une logique qui est la logique binaire, la logique d'exclusion. Noir ou blanc, chaud ou froid. Voilà comment fonctionne la raison. Elle calcule, elle gère, elle range. C'est pas compliqué. Mais elle est toujours très attirée par ce qui est particulier. Ces quatre composantes interagissent, bien sûr. Là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, comme ça, pour simplifier les choses. Mais en réalité, vous le savez, nos émotions se court-circuitent avec le mental, et d'un coup, le physique qui appelle, etc. Il y a pas mal de personnes dedans, et il faut les gérer. Plus haut, dans la partie qu'on appellerait l'identité profonde de chacun, ou spirituelle, tout simplement, il y a Manas. Manas est aussi mental, intelligent. Je vais essayer rapidement d'expliquer la différence. La raison, comme je l'expliquais, pour comprendre, a besoin de fractionner. La raison découpe. Va fragmenter les choses pour les comprendre. Et bon, et ça a son intérêt. Et elle est linéaire. Comme je suis en train de vous parler maintenant, je vous parle avec la raison. Je dois mettre un mot après l'autre. Si je vous jette tous mes mots, vous ne comprendrez rien. Donc, cette linéarité, cette distinction d'une chose avec l'autre est importante. Ça nous permet déjà de communiquer. C'est pas mal pour les langages. Manas est le mental qui peut voir ce qui est universel, ce qui est global. Il ne rentre pas dans le détail, il voit les détails, mais il peut comprendre l'interrelation des différentes composantes. Donc, il voit l'ensemble. Et par là, il peut synthétiser. C'est pour ça intelligence, discernement. J'espère que vous avez compris. La différence est importante. Parce que Manas travaille avec une autre logique. Noir et blanc. Et chaud et froid. Hommes et femmes. C'est inclusif. Et donc, à partir de là, les différents aspects peuvent rentrer dans une unité. Et nous pouvons comprendre l'existence des lois universelles. Donc, il y a des choses qui sont valables partout. Et dans ces cas-là, on peut globaliser et on peut donner des lois génériques.
OK? Manas peut être éclairé de temps à autre d'une petite intuition, de quelque chose qui nous fait comprendre des choses sans intermédiaire. On a un déclic. C'est un monde de déclic intuitif qui n'est pas affectif, linga, et qui illumine et qui est clair, s'appelle Bodhi. Bodhi. Quand nous pouvons rapprocher Manas de Bodhi, et bon, mais ça crée un centre intérieur très puissant. Plus loin, il y a Atma, la véritable racine de l'être, associée à la volonté d'être en tant qu'essence. C'est le plus spirituel de tous, c'est notre moi interne, mais bon, ça c'est plus difficile. Donc voilà pour le septénaire. Ça va? Bien. Maintenant, revenons à la fameuse phrase. Vous vous rappelez, je vais vous relire la question pour qu'on puisse aller plus loin dans ce schéma. Les textes d'HPV disaient que c'est l'environnement, dans sa complexité croissante, qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes et de nos propres capacités à le modifier. À nous modifier, à nous transformer, à évoluer donc. Elle dit que cet environnement n'est pas simplement extérieur. L'atmosphère, la géographie, l'histoire, etc., mais avant tout sa propre personnalité, l'homme extérieur, c'est-à-dire ce carré-là. Ce carré-là correspond à la personnalité humaine. Ce carré-là permet de rendre objectif notre identité, ce que nous sommes. Je reviendrai plus tard. Reprenons alors, tranquillement maintenant, le schéma que je viens de vous donner. Je suis obligé de vous donner plusieurs critères pour ensuite expliquer les principes de l'évolution. Nous avons vu que nous avons un corps physique et de l'énergie qui travaillent en tandem en réalité. C'est un binaire. Dans ces binaires, qui en réalité est un ensemble biologique, énergétique et physiologique, se trouve ce que nous appelons couramment, dans le langage quotidien, le tempérament de quelqu'un. Le tempérament de quelqu'un. Nous naissons avec un ensemble d'inclinaisons naturelles qui naissent de la constitution génétique, physiologique et biologique de chacun. C'est notre héritage. Papa, maman, les grands-parents, bon, etc. On vient de quelque part. Et en vertu duquel l'être humain se manifeste dans des attitudes et des activités spontanées comme réaction face aux stimulations du monde extérieur. Les premières réactions que nous avons eues comme bébé, comme petit enfant, de toutes les stimuli qu'on a eus de l'environnement familial, de la maison, le parc, peu importe, c'est notre tempérament qui a réagi. Et le tempérament est un acquis, inné, c'est un inné, et on fait tout ça sans y réfléchir. Okay? Et en général, il peut être colérique, oui, il peut être mélancolique, il peut être flegmatique. Bon, il y a plusieurs façons de tempéraments, il y a plusieurs types de tempéraments. Bon, chacun a le sien, hein. Et c'est lui le premier moteur qui nous fait réagir et agir. Ça va? Et là-dessus, donc, les premières formes de comportement, nous l'avons réalisé avec notre tempérament.
C'est le support. Il est là. Bon, le problème, c'est que le tempérament est très réactif et il fait agir avant de réfléchir. OK? Et ça peut nous faire prendre des décisions légèrement inadéquates. Donc après, on dit, mais qu'est-ce que je fais? Certainement, ça vous est arrivé au moins une fois. Évidemment, si l'être humain se laisse aller à son propre tempérament, il va stagner. Il ne pourra pas évoluer. Il sera son tempérament. C'est quand les gens vous disent « je suis comme ça » et c'est fini. Et bon, c'est fini alors. Parfois on dit. Au fur et à mesure qu'on va grandir un peu, on va se rendre compte que le tempérament nous booste en partie et en partie nous crée des difficultés. C'est le moment de réaliser des nouvelles connexions neuronales, dirait un neurologue, et un philosophe dirait de développer des nouveaux comportements de base pour pouvoir réagir d'une façon plus intelligente. Ça va, je le dis gentiment. Et là, il y a une solution. Il y a une solution. Nous avons notre monde affectif, émotionnel. Nous avons notre monde des raisons, dont on a parlé. Et là, il y a un autre support qu'on peut faire évoluer, s'appelle le caractère, qui n'est pas le tempérament. Le problème, c'est que dans le langage populaire, on confond. Et moi, j'ai regardé Wikipédia, et parfois ils le mettent comme si c'était des synonymes, et c'est faux. Le tempérament n'est pas le caractère. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a toujours un embryon de caractère qu'on a reçu, on est né, mais il s'est fait. L'intérêt du caractère, c'est que nous pouvons éduquer nos émotions. Par exemple, là, on a écouté une très belle musique, et si on aime la musique, on peut s'éduquer l'oreille, on peut éduquer ses goûts, on peut changer complètement de sensibilité. Vous pouvez éduquer, vous comprenez, vos sentiments, vos émotions. Et vous pouvez éduquer votre raison. Donc, le caractère nous donne une chance de travailler ce que nous sommes autrement que par la voie tempéramentale et surtout calmer le tempérament. Il faut calmer le tempérament. Et Platon disait que chacun de nous avait été comme un char avec deux chevaux, un blanc, un noir, et bien sûr l'orige qui conduit. Le cheval noir et le cheval rétif, lui, le cheval noir veut toujours aller vers la terre, parce que c'est cher et volant en plus. Et le blanc, il tire vers le ciel. Alors, vous comprenez que pour l'orige, c'est difficile de conduire un char où un cheval va vers le bas et un autre va vers le haut. Et je suis sûr que vous avez vécu la difficulté de domestiquer les deux chevaux pour aller vers le haut. Parce que pour le bas, on n'a pas besoin de cours. On n'a pas besoin d'éducation. On n'a pas besoin d'école. Soyez tranquilles. Pour aller vers le bas, vous avez un programme déjà tout fait, qui est géré par la gravitation universelle. On tombe. Ah oui. Mais pour l'autre, former son caractère, maîtriser son caractère, lui donner une forme qui puisse nous permettre de nous connaître et de nous maîtriser. Là commence le défi de l'évolution humaine. Si notre caractère est trempé, mais pas dans le sens de la force contre l'autre, mais de la force morale, on tient l'adversité. Si le caractère n'est pas correctement formé, on ne tiendra pas l'adversité.
Et comme l'adversité nous est promise comme destin à tous, puisqu'on aura toujours une épreuve, parce qu'on aura toujours une tuile, parce qu'on aura toujours une contrariété, si nous ne développons pas des formes supérieures en nous éduquant, nous ne tiendrons pas la route. Évidemment, nous allons culpabiliser le voisin, la voisine, les parents, les gars d'en face, le patron, peu importe, de ce qui nous arrive. Mais en réalité, ce qui nous arrive dépend en grande partie de nous-mêmes. Ah oui, c'est dur à dire, je sais. Mais pour une école de philosophie, nous sommes obligés de dire qu'en général, il faut gérer nous-mêmes ce que nous n'aimons pas. Donc, la première forme évoluée pour l'homme, et toutes les écoles de philosophie antique l'ont souligné, ce sont ces méthodes de maîtrise de soi, pas de répression de soi, de maîtrise de soi, pour former et se donner un caractère, bon, qui puisse nous permettre de domestiquer un peu le cheval rétif et avancer vers le haut. Voilà. Il n'y a pas de potion, je n'ai pas de sirop à vous donner, ni des pastilles particulières. Je peux vous donner des conseils philosophiques, mais vous devez les pratiquer. Donc mes conseils ne serviront pas à grand-chose si vous n'agissez pas. Et ce ne seront pas les mêmes, les miens sont des conseils plurimillénaires. Donc, HPV va insister sur le fait de former le caractère du candidat à l'évolution qu'elle appelle disciple. Voilà pour le tempérament et le caractère. Ça va? À un moment, le caractère réside fondamentalement dans les aspects supérieurs de nos sentiments. Il travaille beaucoup par rapport à ça. Et ce qui n'est pas mauvais, avoir de bons sentiments. Je le signale. Ce n'est pas un signe de faiblesse, même si les gens pensent qu'avoir de bons sentiments, être bienveillant, et avoir de la compassion et tout ça, les gens pensent que c'est la faiblesse. Non, c'est une grande force. C'est une grande force. Ça exige une grande maîtrise de soi. Je l'ai dit surtout pour la compassion. Parce que la compassion est censée être la capacité qu'a un être humain de comprendre la douleur d'autrui, donc sa souffrance. Mais en même temps, de ne pas subir la douleur d'autrui. Parce que si nous subissons la douleur d'autrui, si nous sommes plongés dans l'émotion et la souffrance d'autrui, nous ne pouvons pas l'aider. Parce qu'il faut garder calme pour rassurer, pour rester centré, etc. Parce que si vous commencez à crier comme l'autre qui est en train de crier parce qu'il souffre, bon, au lieu d'avoir un, on aura deux qui crient et ça ne change pas les choses. Ah oui, 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 c'est important de comprendre la douleur d'autrui et en même temps ne pas se laisser envahir par elle pour pouvoir aider l'autre. Ça s'exige un caractère plutôt trempé. Je ne parle pas d'insensibilité, vous avez bien compris. Parce que, bon, on voit effectivement dans certains services et des gens qui soignent qu'effectivement ne ressentent pas la douleur de l'autre, mais ils ne ressentent rien, quoi, non plus. Donc il faut prêter attention, j'ai peur d'être insensible. Je ne les critique pas, je dis simplement qu'il ne faut pas agir avec la douleur de l'autre par automatisme ou habitude. Le caractère est l'ensemble donc des dispositions psychologiques qui naissent du tempérament modifié par l'éducation. Donc, l'éducation que nous proposons et qui va proposer HPB est une éducation philosophique. Ce n'est pas une éducation culturelle, vous comprenez, ce n'est pas en lisant 40 livres qu'on va arriver. Éduquer
et vient d'une très belle racine latine, exducere, sortir de l'intérieur. Donc ce qu'il faut, quand on veut éduquer réellement, on va tâcher de faire émerger ce qui est à l'intérieur de chacun de bien, pour que ce potentiel s'exprime dans des comportements concrets. C'est ça l'éducation. Faire sortir ce qui est de bien ou de meilleur en quelqu'un, ce qui va l'améliorer obligatoirement. Et il va lui donner des nouvelles formes. La personne va changer. Et on va dire, mais tu ne te comportes pas comme avant, tu ne regardes pas les choses de la même manière, tu ne dis pas les choses comme avant. Oui, on est en train de former le caractère. Si nous continuons comme ça, on a besoin donc pour cette éducation d'un travail des volontés qui doit se consolider par des habitudes. Il y a des habitudes qui nous rendent mécaniques, et il y a des habitudes que nous pouvons dire intelligentes, que nous pouvons nous proposer comme exercice. Bon, si je sens que la contrariété arrive, j'ai comme habitude de visualiser une image paisible, ou j'ai comme habitude de me rappeler une phrase qui m'apaise, qui m'inspire. Je développe certains conditionnements qui me permettent de quitter la contrariété ou la nervosité. Mais ceci exige un entraînement avant d'être contrarié. Oui, parce que ce n'est pas dans le moment qu'on va commencer à pratiquer. Donc ça veut dire que tous les jours, j'apprends à visualiser certaines choses, j'apprends à me répéter certaines choses, que j'apprends à agir avec ma respiration d'une certaine manière, ce qui fera que quand le combat va venir, avec la contrariété et l'adversité, bon, je suis entraîné, je respirerai, je marcherai plus lentement, je vais faire les gestes qu'il faut. Vous comprenez? Donc tout ça se prépare en amont et pas dans le moment. C'est comme faire du secourisme. Pour faire du secourisme, on s'entraîne avant. Parce que ce n'est pas le moment quand il y a quelqu'un par terre de dire bon, je vais lire le livret de la Croix-Rouge pour voir comment je le mets, en quelle posture je mets la personne. Vous comprenez? Donc il faut s'entraîner avant. Quand cet entraînement devient intéressant, on applique l'étymologie du mot caractère, qui vient du grec karatos, laisser une empreinte. Moi j'aime bien ces mots, parce que le caractère va essayer de laisser des empreintes sur le tempérament et sur les matériaux mentaux et affectifs que nous possédons, pour petit à petit lui donner des formes adéquates qui peuvent donc servir à l'individu et à la relation des individus entre eux et la nature. Une fois qu'on a commencé ce petit travail, nous pouvons peut-être commencer à réfléchir à organiser notre personnalité. Tout le monde pense avoir une personnalité, mais en réalité, non. Je suis désolé de vous le dire. Virtuellement, tout le monde a une personnalité. Et tout le monde est une personne. Avec son nom, prénom, bon, son identification. Mais en général, on reste au tempérament. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Le modèle existe. On a tout à fait la possibilité d'avoir une personnalité. Et c'est même souhaitable. Personnalité objectivée. Objectivée. Parce que la personnalité implique passer au monde de la raison et contacter le petit ego qui est en nous, le moi-moi. Moi, je l'appelle moi-moi, moi-moi. Il est très égoïste, il se sépare des gens, il se pense différent des autres, il est un peu orgueilleux, le moi-moi. Mais l'ego, si on le clarifie sa mission, qui est de gérer comme un extraordinaire majordome la maison où on doit habiter, qui est la personnalité, on doit
le traiter bien. Il faut lui donner à manger, il faut le brosser, il faut lui donner de temps à autre quelques amusements. Vous comprenez, on ne peut pas le traiter mal, mais on ne peut pas le traiter en total confort. Et comme ça, on va intégrer tempérament et caractère dans une unité harmonieuse, où les 4 plans sont reliés par un ego qui se met pas à tourner sur lui-même, mais que petit à petit se rend compte qu'il y a quelque chose de supérieur à lui. C'est incroyable de prendre conscience qu'il y a quelque chose en moi, en nous, qui est au-dessus de cet ego. Et je parle bien entendu de la triade, de l'esprit, ce que vous voulez, l'identité intime. Puisque l'ego n'est pas notre identité intime. L'ego personnel, l'ego, a comme verbe posséder, avoir. Notre vie, notre être intérieur a comme verbe être. Et ce n'est pas la même chose être et avoir. Vous voyez? L'ego veut quantifier. Il calcule, il va négocier. Bon, je te ferai cette faveur, mais toi, tu vas me faire une autre faveur, et comme ça, on négocie. C'est un très bon commerçant. C'est un très bon commerçant. Mais l'être ne fait pas de commerce. L'harmonisation de la personnalité va permettre donc de créer l'environnement positif appelé homme extérieur dans la phrase que je vous ai lue, THPB, pour commencer le travail, pour devenir soi-même. Ah oui, vous croyez que c'était fini? Non. 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 Toute la question fondamentale, c'est de pouvoir bâtir une forme, avec nos moyens, avec ce qu'on a en nous-mêmes, qui soit capable de recevoir, pour dire bonjour, l'être intérieur, l'homme intérieur. Le mental intelligent, l'intuition, notre volonté, qui soit le canal. Ta personnalité est censée être un canal. Donc, il faut développer consciemment une forme de vie, j'utilise 3 mots, hein, conscience, forme et vie, qui sont la base de l'évolution. Je reviendrai. Qui puisse donner la parole, comprenez? Donner la parole à ce qui nous sommes vraiment. Là commence notre évolution. Jusque-là, nous étions tous en train de préparer notre évolution. C'est toute la préparation. Vous voyez? Bon, ne vous inquiétez pas, ça peut prendre une vie. Ou plusieurs, ce que vous voulez. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que pour ça, c'est bien qu'il y ait des jeunes ici pour qu'ils commencent très vite. Ou qui s'échappent devant la folie de ce que je viens de dire, évidemment. Les 2 options sont possibles. Personnalité vient du mot persona, latine, qui veut dire masque. Vous savez, les personnages du théâtre antique sortaient tous habillés d'un masque. Le personnage qui jouait était dessiné par ce masque, et l'acteur était derrière le masque. Et ce n'est pas évident de mettre en vie un masque, parce que le masque ne bouge pas. Vous comprenez? Et on ne vous voit pas. On voit vos yeux, on entend votre voix. Donc, l'acteur, dans cette histoire, c'est l'homme intérieur. Et le masque est la personnalité. Et cet exemple est valable pour ce que je vous explique. Nous avons besoin d'un masque ou d'un bouclier
pour nous protéger de l'environnement, pour pouvoir nous manifester, il nous faut une unité psychosomatique importante pour pouvoir exprimer derrière ce que nous sommes. Vous comprenez? Et c'est la fonctionnalité du masque ou de la personnalité. Donc, bouclier pour se protéger, pour exprimer le moi profond. Il peut objectiver ainsi ses puissances dans le monde manifesté. Ici. Il y a des gens qui démontrent avoir une vie intérieure, vous comprenez? Il y a quelque chose à l'intérieur de ces qu'on observe chez ces gens qui va au-delà de leur physique, au-delà de leur âge. Il y a autre chose. Bon, ça arrive avec plein de monde. Et on sent donc, et la difficulté est d'avoir un système de traduction de l'inspiration, par exemple, d'un artiste ou d'un scientifique qui découvre quelque chose. Il lui faut traduire tout ça. Quand Archimède va dans sa baignoire et elle déborde, oh, il crie Eureka, j'ai trouvé. Et bon, mais pour dire ce qu'il a trouvé, il va falloir conceptualiser, faire une petite formule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rendre objectif ce qu'il a compris, ce qu'il a vu. Mais ce n'est pas évident. Donc, tout ça est très important. Donc, cet homme extérieur n'est pas un ennemi. Il est un complément nécessaire qu'il faut éduquer, transformer et harmoniser pour qu'il puisse exprimer les éléments de l'intériorité. Donc, si les caractères donnent l'intensité de nos actes, la personnalité va leur donner leur qualification et surtout la finalité de vie. Quand quelqu'un accède à cette harmonisation, il comprend sa finalité de vie. Il commence à apercevoir quelle est sa mission, quelle est sa vocation. Parce qu'il commence à percevoir ce qui est à l'intérieur de lui. Et quand une vie se dirige vers sa vocation, on peut dire qu'il va vers son intérieur. Et sont rares les gens aujourd'hui qui peuvent dire « je vis et exprime ma vocation ». Mais tout être humain a sa vocation. Je sais qu'aujourd'hui, les études sont pour avoir des diplômes et manger. Mais ceci n'est pas dit que ce soit la vocation de la personne. Parfois oui, parfois non. Donc, le but qui va donner la personnalité va permettre l'émergence de ce qu'on appelle conscience. On n'est plus un inconscient dans la vie. On n'est pas endormi dans la vie. On devient responsable, co-responsable de sa vie. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Et bon, mais tout ça implique une certaine élévation, petit à petit, des consciences. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tous ces éléments, je reviens à mon exposé. La relation entre la vie et la forme permet de libérer au moins un potentiel de conscience qui se trouve enfermé dans les formes, et petit à petit, en libérant ce potentiel, nous allons transformer notre conscience, qui est le facteur fondamental. Prenons un exemple très, très, très simple. Nous étions tous bébés et à un moment donné, on a eu envie de se lever. On s'accrochait à une chaise, on a demandé de l'aide, on est tombé, vous ne vous rappelez pas, mais ça fonctionnait. Notre corps, à ce moment-là,
n'avait pas encore réussi la maturité des formes pour pouvoir nous porter. D'accord? Et c'est valable pour tous les bébés et tous les enfants. C'est parce qu'on a eu la nécessité de marcher que nous avons construit, aidé au corps à construire la forme qui allait nous porter. Ah oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est valable pour toutes choses. C'est-à-dire, je m'explique. Il a fallu une nécessité. Je veux, m'élever. Il a fallu donc mettre la vie en mouvement dans un sens différent que jusque-là, puisque jusque-là, on était à quatre pattes. Et donc, on a modifié le mouvement de nos vies et en mettant la vie et la nécessité, nous avons pu aider le corps à devenir capable de nous porter verticalement. Parce que si nous ne le faisons pas, au bout d'un certain temps, le corps de l'enfant ne pourra plus produire ce phénomène qui est celui de construire une forme, un squelette, qui peut porter quelqu'un dans la position debout. Il y a un temps pour ça. C'est pareil pour la parole. Pour que tout notre larynx, tous nos cordes vocales s'installent, pour qu'on puisse, discuter, parler comme on le fait, il y a un moment où il faut commencer à l'activer. Il est potentiellement là, mais il n'est pas totalement constitué. Nous les constituons avec d'abord quelques sons étranges, quelques répétitions, et à un moment donné, on commence à parler, et les neurones se sont organisés, mais aussi l'appareil vocal. Bon, ça, je vous donne deux exemples qui sont biologiques, qui sont matériels. Mais chaque fois qu'on veut évoluer, ou qu'on veut changer, on a besoin d'une finalité, donc d'une nécessité. Si on a une finalité, c'est qu'il y a une intention, donc il y a une nécessité. Il va falloir accepter de donner de l'énergie à tout ça. Et au départ, comme on est maladroit, on va dépenser beaucoup plus d'énergie qu'il faut pour peu importe l'action que vous allez mener. Si vous avez appris quelque chose, vous savez que d'abord, vous êtes dispersé, vous avez mis plein d'énergie, après vous dites, mais finalement, c'était beaucoup plus simple. J'ai fait ça d'énergie. Oui, mais parce que vous avez acquis la forme. Donc, la vie a besoin de formes pour se incarner, pour se rendre matériel, objectif. Et dès que la vie s'installe dans la bonne forme, naît une nouvelle conscience. Parce qu'on vient d'apprendre quelque chose. Et notre conscience se modifie. Au départ, on imite des formes. Et je vois comme il danse, je vois comme il marche, peu importe. On imite. Mais on n'est pas dedans. À un moment donné, on est dedans. Et là, on a compris. Donc le phénomène de la conscience est capital pour l'évolution. Donc, il y a une interaction. Vous comprenez? Énergie, forme, conscience. C'est la base. Et l'environnement qu'on a au départ est rustique. On ne commence jamais avec l'environnement adéquat. Les environnements sont primitifs au départ. Et ils vont s'améliorer petit à petit par rapport au modèle global de la matrice dans laquelle ils sont, jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent. Nous, on est habitués à vouloir que l'environnement soit parfait, que la forme soit déjà, je le quitte, je colle et c'est fait. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Dans l'évolution, on part d'un stade inférieur pour obtenir un stade supérieur. Et ça va impliquer un saut. Il va falloir faire un saut.
des consciences, des formes, etc. Et évidemment, à un moment donné, on peut avoir peur, parce qu'on va perdre une forme auquel on était habitué. Et on va acquérir une nouvelle forme qu'on voudrait avoir, mais en même temps, comment ça va marcher? Donc, il y a un moment qu'il faut être courageux, et c'est la base de toute forme d'évolution. Dès là qu'il faut tempérer le tempérament, parce que lui, il ne veut pas des nouvelles formes. Vous voyez? Il va dire, mais non, 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 ça non. Pour mille raisons, peu importe. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la conscience évolue de l'état inerte et homogène vers un développement progressif, plus différencié, complexe et autonome, et qui se développe en contact de son environnement. Mais l'environnement que nous sommes en train de vouloir développer est celui-ci. On va travailler plus notre corps physique, on va mieux s'approprier de nos énergies, on va mieux travailler sur nos émotions, on va mieux comprendre comment fonctionne le mental, pour qu'il devienne un outil de l'expression de l'identité profonde. Donc petit à petit, cet être un peu rustique, avec beaucoup d'angles, va s'arrondir, doucement, et deviendra un bon canal. L'évolution est une accélération des formes qui permettent de mieux canaliser l'archétype ou le potentiel qui doit se manifester. Dans le livre de Diane, il est dit « Toute évolution consiste dans une vie qui se développe en passant d'une forme à une autre, assimilant les expériences, c'est-à-dire conscience. L'assimilation d'expériences, on peut avoir des expériences, mais pas forcément les assimiler. Si on assimile une expérience, c'est qu'on a acquis une conscience de quelque chose. Sinon, on a fait l'expérience. Les gens me disent, je fais plein d'expériences. Et moi, je dis, quelle conscience? C'est-à-dire, ça t'a permis de prendre conscience de quoi? Parce que les gens veulent avoir des expériences. Mais est-ce qu'ils cherchent une conscience? Est-ce qu'ils cherchent à élargir leur conscience ou ils veulent simplement des sensations? Ou des sentiments? C'est pas pareil. Réfléchissez, vous verrez. C'est pas pareil. Donc, dès ce point de vue, l'évolution part de l'homme intérieur. Parce que c'est lui qui est en train de taper à la porte tout le temps. C'est la conscience interne qui dit, bon, mais quand même, tu pourrais faire ceci, j'aimerais m'exprimer de telle manière, tu ne pourrais pas faire un effort pour me laisser un peu de place, parce que je me sens parasité avec ton tempérament, et ton caractère encore est faible. Et de ta personnalité, ne parlons pas. Et on sent dedans qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelqu'un qui frappe, mais qu'on ne sait pas d'où il frappe. Et bon, de temps en temps, il faut l'entendre, il y a quelqu'un qui frappe, bon, mais je vais essayer de m'aligner, je vais essayer de l'entendre. Dès là, l'intérêt de ce texte que je vous ai parlé, de la voix du silence, qui est la voix de l'être intérieur. Et pour ça, il faut apprendre à faire le vide et le silence en soi, pour entendre ce qui est véritablement le son des choses. Donc, c'est un thème central. Et aujourd'hui, nous le savons que c'est très intéressant dans l'anthropologie, nous l'étudions assez bien, c'est qu'il a développé, la première chose qui a développé l'humain, paradoxalement, c'était entre guillemets, la fabrication des symboles. C'est-à-dire la fabrication d'images qui permettent d'expliquer un sens de la réalité. Le langage conceptuel est venu après.
D'abord, il n'y a pas eu le verbe, comme dit la Bible. Il y a eu l'image. L'image est un système de représentation qui véhicule des contenus et des sens qui peuvent expliquer beaucoup plus de choses qu'un concept. Par une image, vous pouvez dire beaucoup de choses. L'image du feu peut expliquer la liberté, peut expliquer la lumière, mais aussi la passion et la destruction. Donc, le symbole n'est pas univoque, mais multidimensionnel. Et paradoxalement, les gens donnent beaucoup d'importance au symbole. Parce que c'est quelque chose qui va au-delà de la représentation simple. Vous devez avoir tous, et chez vous, quelque part, une photo de quelqu'un que vous aimez. Petite photo. Si je vous la prends et je la déchire, vous allez vous sentir mal. Votre tempérament va essayer de m'attaquer. Et je vous dirais, mais pourquoi vous êtes hostile à moi si je simplement déchirais un truc qui est en papier, un truc qu'on peut colorer et qui coûte 1 euro? Je vous donne l'euro. Je vous dis, mais vous êtes fou, vous me direz. Parce que ce papier n'est pas un papier. Il représente un sentiment, il représente quelque chose qui est important pour vous. C'est un symbole. OK? Et il vous fait mal si on le traite mal, et et ça vous fait du bien si on le traite bien. OK? C'est l'homme intérieur du HPV qui doit prendre conscience de lui-même, parce que c'est tout le jeu, l'évolution, c'est ça, en évoluant à travers de multiples formes temporelles qui permettent de mettre à l'épreuve et de transformer ses expériences en conscience. Transformer ses expériences en conscience. Le développement anatomique et organique est toujours une conséquence et non un commencement. Oui, oui. Les choses ne commencent pas par l'anatomie. Y compris au niveau de l'adaptabilité, l'anatomie humaine était très défaillante au départ. Mais son besoin de faire ceci ou cela a transformé l'anatomie. Si on n'avait pas besoin de polir un silex, de faire des lards, etc., on n'aurait pas ces mains-là. Ah oui, je vous assure que non. Ce sont des finalités, des besoins qui ont enclenché un potentiel qui s'est dévoilé. Et petit à petit, nous sommes devenus comme nous sommes. Et chacun a son potentiel encore à changer. Donc, expérience, conscience, nouvelle forme. Si on n'a pas la conscience, la nouvelle forme ne fonctionne pas. Ah oui, c'est indispensable de comprendre la démarche. Alors, parlons un instant de la conscience. Il fallait quand même arriver là. Eh oui. Eh oui. C'est un joli mot, du latin aussi, cum scientia. Cum scientia. Scientia. Ça veut dire, tout simplement, savoir avec. La conscience produit toujours une connaissance. Donc, quand on se dit en philosophie, connais-toi toi-même, très bien. C'est-à-dire, sache qui tu es.
Et ça veut dire donc, développe la conscience qui te permettra de savoir que tu es. Si tu es la conscience dans le tempérament, tu ne sauras jamais qui tu es. Vous comprenez? Si tu t'installes dans le caractère, tu vas avoir une brive de ce qui pourrait être toi-même. Tu t'installes dans la personnalité, tu peux connaître, avoir la conscience de toi comme canal. Mais pour avoir la conscience de toi-même, tu dois être là. Donc tu dois pouvoir te recevoir. Rares sont les gens qui se connaissent eux-mêmes. Parce que les gens me disent, je me connais. Oui, oui, dans ce que tu as mangé, dans tes goûts, dans ta façon de réagir. Mais qui tu es vraiment, tu sais? Ça, c'est à réfléchir. Donc, on procède par élargissement de la conscience. La conscience est plastique. C'est extraordinaire. Elle peut, si elle devient obsédante, elle se rétrécit. Elle ne voit que le clou, le parquet, je ne sais pas, un petit truc. Et c'est obsessif, répétitif et mécanique. Et vous parlez avec la personne, elle te parle toujours la même chose. Ça s'appelle une petite restriction de conscience, hein? Une rétraction de la conscience. Rigidité des consciences. La conscience, par contre, est plastique, elle peut s'élargir. Elle peut donc petit à petit embrasser d'autres, environnements. Les connaître, les partager. Et dans la mesure où l'être humain élargit sa conscience, il capte plus ce qui est la nature, ce qui est soi-même. Bon, il a une énorme disponibilité des moyens qui devient possible d'utiliser. Mais pour ça, il faut enlever toute forme de rigidité. La conscience a conscience d'en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'on est conscient. C'est un savoir, déjà, des savoirs qu'il y en est. On est là. Je peux me reconnaître. Donc c'est déjà un savoir. Pouvoir de connaissance de soi, pouvoir de connaissance ce qui peut être bien pour moi ou mal pour moi. Mais tout dépendra qui va répondre. Si le tempérament répond qu'est-ce qui est bien pour lui, ce ne sera pas exactement pareil que la personnalité qui dira non, non, ça c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour la globalité. Vous voyez? Donc quand les gens me disent je sais ce qui est bien, ce qui est mal, je dis à partir d'où? Bon, je vous laisse réfléchir. Oui, oui, parce que, comment vous dire, la conscience élargie inverse ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, ou les besoins humains. Et Maslow était un Américain qui a fait une pyramide en disant, bon, mais les hommes ont besoin de sécurité, de manger, vous voyez, donc c'est des besoins immédiats. Donc on commence par là, on fait nourrir les gens, on les met en sécurité, on va leur donner un peu de vitalité, de sociabilité, etc., de reconnaissance. Et à la fin, il a mis comme sommet la réalisation de soi. Du point de vue discipulaire ou philosophique, le conseil d'HPB et de tous les philosophes anciens, c'était d'inverser la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, si on parlait tout à l'heure d'une nécessité, développer la nécessité de la réalisation de soi. Et en développant la nécessité de la réalisation de soi, bon, on peut aussi obtenir à manger et être en sécurité, etc. Mais les critères de sécurité, les critères de ce qu'on a besoin pour vivre, etc., changent. Et c'est pour ça qu'une école de philosophie va proposer d'inverser la pyramide de besoins. Parce qu'en général, quand on commence par la pyramide de besoins, comme l'a fait notre société actuelle, on va leur donner à manger,
on va leur sécuriser la vie, on va leur donner un job, et là, ils seront calmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et sinon, lisez les journaux, vous verrez, ça ne marche pas. Il faut donner une finalité qui transcende les individus pour obtenir tous les autres besoins. Il ne s'agit pas de ne pas donner à manger, il ne s'agit pas de mettre de l'ordre, il ne s'agit pas de ça. Mais l'être humain a besoin de quelque chose de plus haut que lui-même pour avancer. Sinon, il rentre en inertie. Et donc, les formes ne seront pas adéquates. Évidemment, la conscience permet la réflexion. Vous réfléchirez après. La capacité réflexive de l'esprit humain veut dire retour sur soi. On se réfléchit. On revient à soi. Et là, parfois, on se rencontre. Donc, maintenant vous comprendrez mieux cette définition qui était donnée par un des présidents de la Société théosophique quand il a dit que la théosophie, ou cette forme de philosophie, c'est la sagesse qui résulte de l'étude de l'évolution de la vie et de la forme. La sagesse qui résulte de l'évolution de la vie et de la forme. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment évolue la vie et les formes, et quelle sagesse en découle. Sachant que l'objectif principal de l'évolution des formes tend à l'autonomie, à la libération de l'environnement, pour avoir plus de temps et des moyens pour agir. L'être humain est beaucoup plus libéré de son environnement qu'un végétal, qu'un animal. Mais bon, la question c'est qu'est-ce qu'il fait de son temps libéré? Et le livre de Diane dit, la matière, c'est-à-dire l'univers manifestait le résultat de l'interaction de trois vecteurs, la matière, la vie et la conscience. Ce sera la dernière partie. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de finir. La matière, on en a besoin. Hein. La matière se développe à travers les forces de l'existence. Force gravitationnelle. La substance va donner toujours l'idée de la force. Pas de la force pour toutes les formes de force qui existent dans la nature. La vie évolue, comme je viens de l'expliquer, à travers les formes qui la limitent, la circonscrivent et organisent les forces qui sont en évolution. Parce que là, c'est important. Et la conscience, elle évolue de l'état inerte et homogène en état de plus en plus différencié, autonome, capable de reconnaître la diversité paradoxale de l'existence ou de l'unité. C'est-à-dire, la conscience évolue vers la complexité. La complexité est un mot qu'on utilise aujourd'hui en biologie et en sciences, qui ne veut pas dire complication. La complexité, c'est le fait que les différentes parties d'un organisme ou d'une chose soient interconnectées et agissent ensemble, comme une unité. C'est-à-dire, les parties existent différenciées et en même temps reliées. Et l'interaction produit un résultat qui n'est pas l'addition des composantes. Oui. Ce qui fait mon estomac, ce qui fait mon cœur, et vos poumons, et mon cerveau, est en interaction. Si on donnait des chiffres à chacun de ces organes, on verrait que le produit de la vie qui est donné par le corps est supérieur à la
l'addition des composants. Nous ne sommes pas une foie plus deux poumons plus une rate. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas l'addition de tous les os qui sont là. Quand ils interagissent, ça change tout. Et on n'est pas un robot alors. Vous voyez? Et quand les idées interagissent entre elles, ça peut donner la possibilité de découvrir quelque chose qu'on n'a jamais pensé. Mais sinon, comment on ferait pour découvrir si ce n'est pas par la complexité et l'interaction des différents éléments qui donnent un résultat autre de ce qu'ils sont? Vous ne trouvez pas ça génial? C'est extraordinaire. Bon, ça c'est le phénomène de la conscience. Donc, si on veut résumer l'évolution de l'homme, c'est élargir sa conscience et travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Avoir une finalité intérieure à accomplir dans son environnement extérieur, la personnalité et l'environnement qui nous entoure. Donc, chacun de nous propose des environnements aux uns et aux autres, vous voyez? Nous pouvons les aider les uns et les autres à évoluer ou à les déprimer. C'est un choix de vie. Sincèrement, c'est un choix de vie. Bon, j'étais un peu long peut-être, mais je vous remercie de votre écoute. Bon, s'il y a des questions, à moins que vous ayez tous aller au bar. Attendez, il va vous donner un micro. S'il y a des questions? Si, madame. Ça marche, ça marche. Ah oui. Moi, je voulais parler par rapport au tempérament. C'est à la fois une question, à la fois une expérience. En fait, je pense il me semble qu'on peut agir sur le tempérament d'une personne. On peut à la fois comment dire, selon les enseignements sur lesquels on se porte, comme dans l'homéopathie ou la naturopathie et tout ça, il y a différents tempéraments qui sont définis, qu'on peut voir chez quelqu'un. Et je trouve ça intéressant, et je trouve que c'est quelque chose qui... alors je pense qu'on a tous une façon de le faire, soit conscient ou inconscient, mais c'est quelque chose qui va souvent me manquer de, un peu sculpter son corps, mais de le faire, et le purifier aussi. Qu'est-ce que je vous avais dit sur... ça va faire sur la trinité du haut et le corps du bas, me fait penser à cette phrase de un esprit saint dans un corps saint, qui est en fait tout à fait vrai, et je trouve que c'est quand tout ça, ça s'aligne en bas, il se passe vraiment quelque chose, et le corps est un peu comme un temple, et j'ai vraiment l'impression que ça permet que tout ça descende. Oui. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai souvent l'impression que c'est mis de côté un peu le corps tempérament. Non, il n'est pas mis de côté. Non, ce n'était pas mon propos. Ce que je voulais expliquer, c'est que nous naissons tous avec un tempérament que nous devons connaître, parce qu'on ne peut pas le laisser de côté. Si on le laisse de côté, on est foutu. Donc, tout élément qui peut aider à harmoniser, à maîtriser le tempérament est bon. C'est pour ça que je parlais des 2 chevaux. L'orige, on ne peut pas tuer un cheval. Hein. Donc, mais il faut que nous prenions conscience de ce tempérament. Je suis d'accord qu'on peut l'aider, qu'on peut le maîtriser en partie, grâce au caractère, grâce à l'action directe sur certaines choses. Mais c'est que, du point de vue philosophique, ce qui est important pour nous, c'est que l'individu soit conscient de l'existence de son tempérament et qu'il l'accepte, parce que tu ne peux pas le jeter, qu'il l'accepte, donc déjà qu'il se calme, qu'il ne soit pas enragé, parce que sinon il ne pourra pas agir. Et le tempérament va au contraire augmenter sa puissance. Et bon, mais tout ce qui peut l'aider, on va l'utiliser. Et la purification, oui, bien sûr.
Pour ça, je vis, il faut nettoyer, il faut donner à manger, il faut tout. Il faut tout. Tout. Oui, oui. L'objectif de cette évolution, c'est comment on harmonise tout ça et, comme vous l'avez dit, comment on aligne tous ces éléments-là. Pour que ce qui est en haut puisse descendre sans parasitage. C'est-à-dire qu'il soit accueilli comme on accueille un ami à la maison. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y avait... Ça va. Merci pour votre exposé. J'ai une question. Est-ce que lorsqu'on maîtrise le tempérament... Est-ce que quand lorsqu'on maîtrise le tempérament en maîtrisant son caractère, est-ce que le caractère... Enfin, si j'ai bien compris, est-ce que le caractère prend pas la place du tempérament, mais est-ce que lorsqu'on réagit de manière directe à quelque chose, est-ce que c'est le caractère qui réagit lorsqu'il est bien maîtrisé, ou c'est toujours le tempérament? Enfin, mais tout dépend du type de réaction. Je vais t'expliquer. Je vais essayer d'expliquer encore. Et le caractère va s'appuyer sur le tempérament, parce que le tempérament va donner des bases de comportements qu'il faut harmoniser. Donc le tempérament, le caractère va nous amener à développer certaines qualités que les anciens appelaient des vertus. La patience, la sobriété, le calme. Bon, bref, un certain nombre d'éléments qui vont essayer de calmer, maîtriser le tempérament. D'accord? Donc, mais à un moment donné, on est fatigué, il n'est pas suffisamment costaud, le tempérament, coucou, il sort. OK? Ce n'est pas le caractère. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas penser que les gens ont du bon ou mauvais caractère. Ça, c'est une mauvaise expression populaire. Est-ce que les gens peuvent avoir un faible caractère ou un fort caractère? S'il est faible, il sera souvent dominé par le tempérament. S'il est fort, dans le sens pas méchant, puissant, s'il a le pouvoir, il va intégrer le tempérament et dire bébé, tranquille. Il va faire tout, et l'autre va se calmer, vous comprenez? Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais caractère. Il y a caractère fort ou caractère faible. Et nous devons, petit à petit, renforcer le caractère. En sachant que le tempérament, la preuve, vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile, même à la maison. Sachant que bon, mais il peut surgir dans des fissures, dans des brèches, etc. Bon, alors on sait, on dit bonjour, tu es content maintenant, on peut continuer. Parce que si on s'énerve, c'est pire. Si on s'énerve, il nous aura encore plus. Donc, c'est pour ça qu'il est important de consolider une personnalité. Ce sont des formes, vous voyez. Il y a une forme tempéramentale, il y a une forme tempérament-caractère, qui travaille sur tous les sentiments. Il y a une forme dans laquelle le petit moi est capable de... C'est toujours des images, de relier les plans entre eux et créer une connectique là. Donc, ça veut dire que l'individu a trouvé son centre. Parce que ce qui est important, c'est qu'on retrouve chacun de nous notre centre. Bon, nous avons un centre gravitationnel pour le corps qui est dans le hara, ici. Vous avez un centre qui vous enracine. Vous avez un centre là qui vous dégage l'énergie. Mais vous avez des centres là aussi. Donc, la question est, où est le centre? Et comment on aligne ces centres? Parce qu'il faut aligner ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là. Et tout doit tenir comme dans une corde. Donc, la grande opération, la grande découverte, c'est de trouver son centre. Et de dire, bon, il y a le chaos autour, je ne peux rien faire, mais je suis dans le centre, dans mon centre. Et je suis dans la partie la plus élevée de moi-même. Ce centre au sommet, nous l'appelons acropole.
qui est en rapport à la ville grecque, la partie haute de la ville. Et c'est pour ça que nous avons appelé notre mouvement Nouvelle Acropole, dans le sens d'encourager chacun à trouver son centre et son axe. Mais le centre, on va l'obtenir réellement lorsque on pourra intégrer les 4 plans de manière plus ou moins non dispersée. Et qu'on ne puisse pas agir en fonction de qui crie le plus des plans, mais de ce qu'il faut faire par rapport au moment. Ah oui, oui. Parce que tous les plans sont revendicatifs. Ils font leur manif aussi, tout. Donc il faut les calmer et dire, bon, non, attends, pour l'intérêt général, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Là, nous sommes dans l'axe. Là, nous sommes dans le centre. On peut donc avoir un point de départ pour monter. Ou pour accueillir quelque chose. C'est un 3e step. Oui. D'abord, merci beaucoup. C'était vraiment très, très riche. J'ai 2 questions. 2 questions? Allez-y, allez-y. La première, enfin, déjà si j'arrive à me relire, vous parlez donc de libérer notre conscience. Est-ce que la neuroscience aujourd'hui, ça serait pas du coup, voilà, c'est la connexion des deux, donc modifier le mouvement pour construire une forme, donc lier les neurones. Et est-ce que quand vous dites libérer notre conscience, ça ne serait pas rajouter du coup l'intention, un but derrière? Vous avez parlé au tout début d'une évolution commune. Et voilà. Bon, arrêtez là, arrêtez là. La conscience, un des caractéristiques, fonctionnalités de la conscience, c'est l'intentionnalité. Donc, quand vous avez parlé d'intention, oui, c'est juste. Et la question fondamentale, c'est cibler quelle intention à telle action. Donc, donner de l'intention est indispensable. Mais il faut la connaître, l'intention qu'on a. Parce que parfois, on agit sans comprendre nos propres intentions. Ah oui, oui, plus qu'on le pense. Et donc, il faut qu'on se clarifie sur... Parce que la puissance de l'intention permet de canaliser la volonté, l'intelligence, tout. C'est comme la cible. Où va ta flèche? Quelle est ton intention? Effectivement, ça va permettre d'élargir la conscience. Mais l'intention ne doit pas être fermée. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon... D'accord, ok. Ok, merci. Et la deuxième question, c'était, vous avez pris l'exemple de la main. C'est pas pour rien qu'on ait une main qui est une finalité, c'est pour ça qu'on peut forger des choses. Oui. Et vous avez dit, la finalité enclenche le potentiel. Ma question, c'était donc, en fait, quelle est la finalité humaine? Si je repense ce que vous dites, notre potentiel, c'est élargir notre conscience, progresser, évoluer de manière infinie, après ce que j'ai compris. Quelle est donc cette finalité? Parce que pour moi, élargir sa conscience, ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est un moyen. C'est un moyen. Parce que l'être humain est là. Ça, c'est le support de l'être humain. Donc la finalité, c'est, à notre échelle, c'est de placer notre conscience là, et pas là. C'est-à-dire, pour l'instant, s'il y avait 2 plateaux, triangle, carré, le plateau du carré l'emporte sur le plateau du triangle. La finalité évolutive expliquée dans tous ces enseignements, c'est de renverser la balance. C'est-à-dire que la puissance de la triade l'emporte, pas en tuant, l'emporte sur la puissance de la personnalité, tempérament, caractère. C'est-à-dire que tout ça se met au service.
Et pour ça, je dis, bon, là, on est au centre, mais il y a encore le saut de se placer là. Ça implique un énorme travail. Mais développer ce potentiel est capital. Une chose, c'est de recevoir les messages de notre esprit, c'est déjà énorme, et de le décoder, et de comprendre plein de choses, et sentir. Et une autre, c'est de pouvoir travailler à partir de là, en partant de la base que tout ça est un robot. Mais faites comme si j'ai rien dit.